La protection de l'enfance. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Après la publication de l'interview de Bradley, j'aimerais revenir sur l'un des sujets qu'il a évoqué, la violence que les enfants placés peuvent subir en famille d'accueil. Je crois qu'il a bien expliqué à quel point un enfant peut y être maltraité, physiquement et psychologiquement. Cela dit, en famille d'accueil, il existe des formes de violence plus difficiles à identifier, plus pernicieuses et tout aussi destructrices. Pour vous l'expliquer, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais gamin, mon frère et moi faisions tout un tas de bêtises de notre âge. Et nous en faisions d'autant plus que nous jouissions d'une liberté, dans les années 70 et 80, qui était globalement supérieure à celle dont les enfants d'aujourd'hui bénéficient. Nos parents fumaient, beaucoup. 2 paquets chacun par jour, Gauloise sans filtre et Marlboro, même en voiture. C'était une autre époque. On essayait de les dissuader en vomissant sur la banquette arrière, mais ça les arrêtait pas pour autant. Un jour, nous avons entendu parler d'une solution pour leur faire une blague, faire des trous presque invisibles dans leurs cigarettes, avec une épingle. C'était pour les aider à décrocher, évidemment, pas pour nous amuser à leurs dépens. Avec une vingtaine de perforations, ils ne pouvaient plus tirer sur leurs cigarettes. Et puis un jour, dans la cour de l'école, un camarade m'a parlé d'un truc potentiellement plus drôle. Il m'a vendu un pétard pour une pièce de 2 francs. C'était un tout petit pétard, pas plus gros qu'un grain de riz. Il m'a expliqué qu'il fallait enlever un petit peu de tabac au bout d'une cigarette, mettre le pétard dedans et reboucher. Alors évidemment, en rentrant, mon frère et moi avons fait ça avec une cigarette de ma mère, puisqu'elle était à la maison à ce moment-là. Et puis nous lui avons amené son paquet parce qu'on voulait voir ce que ça allait donner. Pas de bol, à ce moment-là, elle n'en a pas voulu. Bon, on était des gamins, on est passé à autre chose et puis on a oublié. Le lendemain, mes parents nous ont réveillés et ils n'étaient pas très contents, surtout ma mère. Ce qui s'était passé, c'est qu'ils étaient sortis la veille chez des amis pour jouer au bridge dans une ambiance cosy sur un joli tapis de jeu vert. Et là, ça n'a pas raté, ils ont fumé et la cigarette de ma mère lui a éclaté à la figure. Avec le recul, je me dis qu'heureusement qu'elle n'était pas cardiaque. En tout cas, elle nous a dit que ça avait carrément fait une flamme et que ça aurait pu mettre le feu au tapis de jeu. Sur le coup, et après s'être remis de leurs émotions, ils se sont demandé ce qui s'était passé. Et leurs hôtes leur ont suggéré que c'était sûrement nous, leurs enfants, qui leur avions joué un tour. Ma mère n'y a pas cru du tout. D'ailleurs, elle leur a dit, on était en maternelle. Alors, comment tout ça s'est terminé? Eh bien, nos parents nous ont grondés, et dans mon souvenir, c'est à peu près la seule conséquence que ça a eu. Attention, je ne veux pas dire que mes parents étaient fiers de nous, et ils ont dû se demander quel sale coup on allait leur faire en grandissant. Mais bon, c'étaient nos parents, et nous avions droit à leur amour inconditionnel. Et c'est justement là que je voulais en venir. Maintenant, je vais vous expliquer comment cela aurait pu se passer si nous avions fait la même bêtise, mais en étant en famille d'accueil. Et je vais me limiter à 3 cas de figure. La première différence, c'est que les familles d'accueil peuvent se poser une question que les parents n'imaginent pas se poser. C'est « Est-ce que j'ai vraiment envie de subir ça ?» Eh oui, la famille d'accueil, si ça dépasse ses limites, elle peut arrêter. Si on peut faire ce métier par passion, c'est quand même un métier. Salarié qui plus est. Et n'importe quel salarié a le droit de se sentir en sécurité dans l'exercice de ses fonctions. Or, dans la situation que j'ai décrite, une famille d'accueil pourrait se dire qu'elle n'est pas passée loin de perdre un œil. C'est une des raisons qui explique qu'un enfant placé puisse passer de famille d'accueil en famille d'accueil. Je ne l'entends pas souvent dans les médias, mais le parcours chaotique de certains enfants vient de cette possibilité qu'ont les familles de mettre un terme aux accueils. Par exemple, et en ce qui me concerne, en 10 ans et sur 9 accueils à temps plein, 3 se sont terminés à ma demande. En fait, il n'y en a réellement eu que 2, puisque Bradley l'a expliqué, il ne voulait pas rester, et il a tout fait pour partir. Quoi qu'il en soit, quand une famille d'accueil met un terme à un accueil, ça a toujours des conséquences pour l'enfant, qui se sent rejeté. Et si ces arrêts se multiplient, ces conséquences peuvent être graves. En tout état de cause, si j'avais été placé en famille d'accueil au moment de la blague du pétard, il n'est pas sûr que j'y serais resté longtemps. Deuxième cas de figure. Si j'avais été en famille d'accueil au moment de la blague du pétard, j'aurais été en danger pour une autre raison.
Une famille d'accueil à qui il arrive un coup pareil est susceptible de se demander si l'enfant est sain d'esprit. En fonction de la façon dont elle va rapporter l'incident, l'éducatrice de l'enfant va se demander s'il n'a pas besoin d'un suivi psychologique au regard de son comportement potentiellement dangereux. Et si la blague est vraiment mal passée, l'enfant risque de subir la colère et donc l'absence de bienveillance de sa famille d'accueil, surtout si elle se sent coincée. Je dis surtout si elle se sent coincée, parce qu'une famille d'accueil qui veut mettre fin à un accueil peut se voir opposer un refus temporaire, parce qu'il faut qu'elle attende qu'une autre place se libère. On ne peut pas mettre un enfant à la rue. Et ça peut prendre des jours, des semaines ou des mois, ce qu'elle n'a pas forcément envie de supporter. Donc, pour se débarrasser de l'enfant, pour que ça aille plus vite, elle est susceptible d'en rajouter. Ce n'est pas forcément malveillant de la part de la famille d'accueil. Elle peut avoir peur que les choses dérapent, que d'autres enfants soient en danger à son domicile. Surtout si le blagueur est arrivé il y a peu de temps, qu'elle ne le connaît pas et qu'elle ne sait pas de quoi il est capable. D'autant que pour ma part, des bêtises, pas toujours aussi spectaculaires, j'en faisais souvent. D'ailleurs, je n'aime pas appeler ça des bêtises. Un enfant à 5 ans, il n'a pas l'impression de faire des bêtises. Il découvre le monde, il explore, et puis il apprend ce que c'est que l'humour. Mais ça, ce n'est pas toujours du goût de ceux qui ne peuvent déjà plus le supporter. Bref, si j'avais été en famille d'accueil, j'aurais couru le risque d'être catalogué remuant, voire dangereux. J'en viens au troisième cas de figure. Dans le pire des cas, j'aurais pu me retrouver face à un problème plus grave encore. Si, à la faveur de blagues comme celle du pétard, on trouve un enfant dangereux, la solution facile, c'est de le cataloguer inadapté social. C'est une sentence qui peut prendre plein de formes. La plus courante, ce sera l'étiquette d'hyperactif, avec parfois un recours aux médicaments pour calmer l'enfant, surtout si les bêtises se reproduisent. Si par hasard, quelqu'un vient se demander si l'enfant n'est pas un peu déficient mental et que de ce fait, il le classe officiellement comme handicapé, il n'en sortira pas aisément. Je suis bien placé pour savoir que certains professionnels ne reviennent pas facilement sur ce qu'ils ont dit. Je ne dis pas que ça va arriver souvent, bien sûr, mais l'expérience m'a montré qu'il ne faut pas attendre la plus grande des sagesses d'une personne qui a cru perdre ses sourcils et mourir de peur. Surtout quand elle a affaire à un enfant qui n'est pas heureux d'être là où il est et qui ne sourit jamais. Donc, si j'avais été en famille d'accueil au moment de la blague du pétard, j'aurais couru le risque d'être jugé débile mental un peu vite. C'est une étiquette qui m'aurait collé à la peau bien au-delà de mon enfance. Les témoignages que nous allons publier sur cette chaîne le prouveront. Voilà ce que je voulais ajouter au témoignage de Bradley. Le prochain témoignage qui sera publié sera celui de Sandy qui racontera son parcours d'adoption. D'ici là, prenez soin de vous. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».